Mon frère m'a accusé de lui avoir volé une montre de luxe. Mes parents m'ont mis à la porte, ignorant que je réglais toutes leurs dépenses. J'ai décidé de couper les ponts et de les laisser faire face aux conséquences. Je m'appelle Damien. J'ai 28 ans et ma propre famille a tenté de ruiner ma vie avec un mensonge, en me chassant de la maison qu'ils ne pouvaient pas entretenir sans mon aide. Avant de vous raconter comment j'ai découvert la vérité et récupéré tout ce qu'ils ont essayé de m'enlever, laissez-moi vous dire que tout a explosé lors du 22e anniversaire de mon frère cadet, Lucien. Ce n'était pas une simple réunion avec des burgers et de la bière bon marché. C'était un événement planifié dans les moindres détails, un reflet de l'image que mes parents, Gérard et Pascal, cherchaient désespérément à projeter. Ils avaient loué un salon privé au Salon Doré, l'un de ces lieux de brunch exclusifs où les serveurs vous toisent du regard si votre montre ne vaut pas le prix d'une voiture d'occasion. Les mimosas coûtaient une fortune le verre, décoré d'une framboise artisanale flottant au centre. Je le sais, parce qu'au final, c'est moi qui allais payer l'addition. Cela faisait 4 ans que je jouais le rôle du pilier silencieux de l'illusion familiale, veillant à ce que tout paraisse parfait. L'atmosphère était lourde du parfum des fragrances onéreuses et des rires forcés. En bout de table, mon oncle Romain, le frère riche et prospère de mon père, dominait la conversation. Il riait aux éclats, donnait de grandes tapes dans le dos de Lucien et le proclamait futur leader entrepreneurial de la famille. C'était un rituel aussi prévisible qu'un dimanche en famille. Lucien, l'enfant prodige, le charismatique. Moi, en revanche, j'étais simplement Damien, le discret, le fiable, celui qui s'assurait que les factures soient payées pour que ces célébrations puissent exister. Alors que j'essayais de commander un simple verre d'eau au bar, je les ai entendus. C'était Lucien et sa petite amie Camille, une influenceuse obsédée par les tendances Instagram. Ils étaient très proches, chuchotant d'un ton complice. Le plan est parfaitement au point, murmura Lucien avec un sourire arrogant. Camille laissa échapper un petit rire aigu. Ça va être épique. Il ne se doutera pas de ce qui l'attend. J'ai essayé de ne pas y prêter attention. J'ai pensé qu'il s'agissait d'une vidéo pour les réseaux sociaux ou d'un voyage surprise. J'avais des choses plus importantes en tête, comme les rapports trimestriels que je devais présenter le lundi à mon travail d'analyste financier. J'ai ignoré ces mots et me suis concentré sur la conversation ennuyeuse que ma tante essayait d'avoir avec moi sur la bourse. Puis est arrivé le moment qui a changé ma vie. Lucien s'est levé avec sa coupe de champagne et tout le monde s'est tu, attendant un toast émouvant, mais ce qu'il a dit était digne d'un scénario de film. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Cela compte beaucoup pour moi, mais je dois vous annoncer quelque chose de terrible. Il a marqué une pause dramatique. La montre de mon grand-père, la vieille Rolex qu'il m'a donnée avant de mourir, a été volée. Un murmure de surprise a parcouru la salle. Ma mère Pascal, amatrice de drame, a porté les mains à sa poitrine comme si elle venait d'assister à un crime. Alors Lucien a planté ses yeux dans les miens, froid comme la glace. Je l'ai cherché pendant des semaines, a-t-il continué d'une voix grave, et je l'ai finalement trouvé, caché dans le tiroir de la chambre de Damien. Le temps s'est arrêté. Le bruit des couverts, les conversations, tout a disparu. Chaque regard s'est tourné vers moi. La tension était si lourde que je pouvais à peine respirer. Ma mère a été la première à parler, sa voix tranchante comme une lame de rasoir. Tu as toujours été si jaloux de ton frère, a-t-elle craché sans me regarder, s'adressant à ses amis d'un air affligé. Mon père, celui-là même qui m'avait appris à faire du vélo et à tenir les comptes, n'a pas levé les yeux de sa serviette perfectly pliée. Son silence fut la plus cruelle des condamnations. Coupable. C'est ce que j'ai lu dans ses yeux. Ma cousine Victoire, qui était presque une sœur pour moi, a tenté de me défendre. C'est impossible, tante Pascal. Damien ne ferait jamais une chose pareille. Assez, Victoire, a coupé mon oncle Romain d'un ton autoritaire, la faisant taire sur le champ. Cette nuit-là, quand tout fut terminé, mon père m'attendait dans le couloir, le visage impassible. Dégage, a-t-il ordonné froidement. Ce n'était pas un cri, mais une sentence. Fais une valise. Je te veux dehors dans 1 heure. Ma mère se tenait à ses côtés, les bras croisés, l'expression pleine de dégoût et de déception. J'étais une tâche qu'il fallait effacer. Je suis passé devant eux en direction de ma chambre, dans cette même maison dont je payais le prêt immobilier, et j'ai compris que ce n'était pas une simple dispute, c'était une expulsion définitive. En refermant la porte derrière moi,
un vide glacial s'est installé dans ma poitrine. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la douleur, c'était l'étincelle d'un feu qu'il regretterait d'avoir allumé. Le clic de la porte d'entrée a résonné comme le point final d'une condamnation de 28 ans. Dehors, la rue était silencieuse. Le sac que je portais semblait peser une tonne. Les pavillons identiques et les jardins parfaits étaient désormais un décor vide, un monde auquel je n'appartenais plus. Je ne me suis pas permis de regarder en arrière. Je savais que je ne verrais ni regret ni doute, seulement la certitude de ma prétendue culpabilité. Je suis monté dans ma voiture, une berline fonctionnelle qui criait « analyste financier », et j'ai conduit. J'ai traversé les avenues endormies, les parcs où je jouais enfant, le lycée où j'avais obtenu mon baccalauréat avec mention. Chaque recoin était un fantôme. Je n'avais qu'un seul endroit où aller, chez quelqu'un qui ne me demanderait pas d'explication. Je suis arrivé devant un modeste immeuble de 3 étages, à l'autre bout de la ville, loin des quartiers impeccables où j'avais vécu. J'ai frappé à la porte de l'appartement 2B. Jérôme, mon meilleur ami depuis l'université, m'a ouvert. Nous avions partagé d'innombrables nuits d'études et de pizza bon marché. Lui, designer graphique. Moi, homme de chiffres. Son expression est passée de la confusion somnolente à une inquiétude sérieuse en une seconde. Il n'a rien demandé. Il n'a pas voulu savoir pourquoi j'étais là à minuit, il s'est juste écarté et a dit d'une voix ferme, « La chambre d'amis est prête ». Il m'a pris le lourd sac des mains. Le lit est fait. Tu veux une bière ou quelque chose de plus fort ? Plus fort, ai-je réussi à murmurer, la gorge sèche. Il a hoché la tête et a disparu dans la cuisine. Pour la première fois de la nuit, j'ai senti que quelqu'un était de mon côté. Je me suis laissé tomber sur le vieux canapé qui a grincé à chaque mouvement, comme s'il se plaignait de son sort. Jérôme est revenu avec 2 verres et une bouteille de whisky décent. Il en a servi quelques doigts dans chacun, m'en a tendu un et s'est installé dans le fauteuil en face de moi. Nous sommes restés silencieux un long moment. On n'entendait que le tintement des glaçons et le murmure lointain du trafic nocturne. Il ne m'a pas pressé, il n'a pas versé de larmes, il m'a simplement offert un refuge silencieux et indéfectible. Cette confiance muette a été comme la première bouffée d'air frais dans une pièce où j'étouffais depuis longtemps. Il est devenu mon unique allié, le premier citoyen d'un nouveau territoire que j'étais contraint de bâtir pour moi-même. Plus tard, allongé dans le lit d'amis chez Jérôme, j'observais les ombres que les lumières de la rue projetaient au plafond. Le passé n'était pas un simple souvenir. C'était devenu une sorte d'exposition où chaque erreur était présentée comme une pièce à conviction. Tout avait commencé 4 ans plus tôt. J'avais 24 ans et je fêtais ma promotion au poste d'analyste senior dans l'entreprise où je travaillais. L'augmentation de salaire avait été considérable et je me sentais invincible. J'avais emmené mes parents dîner dans un restaurant de viande, un endroit qu'ils adoraient mais qu'ils trouvaient toujours trop cher. Cette même semaine, j'ai reçu l'appel. C'était mon père. Sa voix, d'habitude forte et assurée, n'était plus qu'un murmure vide. L'entreprise dans laquelle il avait investi toute sa vie avait été rachetée et son poste de direction avait disparu. L'indemnité était correcte, mais elle ne durerait pas longtemps. Ne dis pas à ta mère à quel point c'est grave, m'a-t-il supplié, la voix brisée. Le ton chargé de honte a été comme un coup de poignard dans l'estomac. Si elle l'apprend, ça la détruira, a-t-il ajouté. J'ai accepté, mais je ne me suis pas limité à cela. J'ai fait plus. Je savais que l'orgueil de mon père ne lui permettrait jamais de me demander de l'aide directement, alors j'ai cherché un moyen de contourner le problème. Je me suis connecté à ma banque en ligne, j'ai consulté la page du prêt immobilier et j'ai vu le montant, 3 500 € par mois. Une fortune, mais j'ai fait mes calculs et j'ai vu que je pouvais le couvrir. J'ai mis en place un virement automatique de mon compte vers le sien. J'ai dit à mes parents que c'était un prêt sans intérêt, juste pour qu'ils se réorganisent. C'était un mensonge auquel nous avons tous faim de croire. Nous n'avons jamais reparlé de ce prêt. C'était le premier fil. Puis il y en a eu d'autres. Mon père a essayé de monter une affaire de conseil, qui a échoué lamentablement. C'est moi qui, en silence, ai remboursé les cartes de crédit qu'il avait saturées en achetant du matériel de bureau et en régalant de prétendus clients. J'ai classé cette perte de 14 000 € dans mon esprit comme un autre prêt fictif. Puis ce fut le tour de Lucien. Il avait été accepté dans une grande école de commerce, plus célèbre pour ses soirées que pour son niveau académique. Les frais de scolarité annuels s'élevaient à 41 500 €.
Ma mère m'a appelé en larmes, entre fierté et drame. Oh, Damien, c'est son rêve, mais avec l'affaire de ton père, je ne sais pas comment nous allons faire. L'insinuation m'est tombée dessus comme du plomb. J'étais la solution ambulante pour la famille, alors je suis allé sur le portail de paiement de l'école et j'ai programmé le plan. Désormais, mon salaire finançait l'avenir de mon frère, un avenir qu'il utiliserait sûrement pour me regarder de haut. C'est devenu une routine silencieuse, un email de ma mère avec pour objet au UPS et une facture d'électricité en retard en pièces jointes. Un message de Lucien, frère, la box a encore sauté. Tu peux appeler. Toi, il t'écoute. Je suis devenu le concierge de la famille, leur directeur financier, l'homme invisible qui réparait tous leurs désastres. Je payais les luxes de Pascal dans son salon de coiffure préféré, où chaque visite coûtait 370 €. Je couvrais les frais du plombier quand les tuyaux éclataient, du garagiste quand la transmission de la voiture de mon père lâchait. Je me répétais que j'étais un bon fils, un frère responsable, mais la vérité, nue et cruelle, alors que j'étais allongé dans la chambre de Jérôme, était bien plus sombre, je ne remplissais pas un devoir, il se servait de moi. Je ne faisais pas partie de la famille, j'étais une ressource à exploiter. Pour eux, mon amour et mon salaire étaient la même chose. Et maintenant qu'ils m'avaient faussement accusé, je ne leur étais plus utile. C'était aussi simple que ça. Ils ne se débarrassaient pas d'un fils. Ils licenciaient un employé devenu gênant. Alors que je m'enfonçais dans ce puits d'autocritique, mon téléphone a sonné. C'était ma cousine Victoire. Elle avait 2 ans de moins que moi, mais possédait une lucidité qui dépassait son âge. Elle avait toujours perçu la dynamique familiale telle qu'elle était. Damien, Dieu merci tu réponds. Sa voix tremblait, chargée de rage. Je sors de chez eux. Je n'arrive pas à les croire. Je ne leur pardonnerai jamais ça. Ce n'est pas ton combat, ai-je réussi à dire d'un filet de voix. Bien sûr que si, a-t-elle répliqué, et je pouvais l'imaginer faisant les 100 pas dans sa chambre. Ils sont complètement hors de la réalité, je le leur ai dit. Ta mère a eu l'audace de répondre, c'est le devoir d'un fils de soutenir ses parents. J'ai eu envie de crier. Elle a pris une grande inspiration et a continué. Écoute-moi, Damien. Ce n'est pas nouveau. Tu te souviens quand Lucien a emprunté la voiture du grand-père sans permission et a fini par cabosser l'aile? Qui a été privé d'argent de poche pendant 3 mois pour payer la réparation? Parce que tu étais censé le surveiller. Je m'en souvenais parfaitement. Ce jour-là, j'étais à des kilomètres de là, à une compétition de natation, et ce n'était pas le seul cas. Comme quand il a raté son partiel de chimie et leur a dit que la prof le détestait, ils ont appelé le proviseur pour se plaindre, mais quand j'ai eu un B en maths au lieu d'un A, mon père m'a fait un sermon d'1 heure en m'accusant d'être paresseux. Ça a toujours été comme ça, quelqu'un à admirer et un autre à blâmer. Et tu es resté coincé pour toujours dans le mauvais rôle. Ces paroles ont été comme un tonique amer, mais nécessaire. Ce n'était pas seulement du réconfort, c'était une validation. Elle me confirmait que je n'imaginais rien. Cette injustice que je ressentais n'était pas une invention de ma part. C'était un schéma qu'elle avait vu toute sa vie. Merci, Victoire, lui ai-je dit d'une voix plus ferme. Vraiment, merci. Pour tout ce dont tu as besoin, Damien. S'il te faut un endroit où rester, de l'argent, un témoin. Appelle-moi. Je suis de ton côté à 100%. Nous avons raccroché. Pour la première fois, je ne me sentais pas complètement seul. J'avais Jérôme, j'avais Victoire. Ce n'était pas une famille, mais c'était un début, une base sur laquelle je pouvais construire. Un soupçon logique est apparu. Les mots de ma mère résonnaient, le devoir d'un fils. Mon esprit analytique a commencé à se frayer un chemin à travers le brouillard émotionnel. Il y avait quelque chose qui clochait dans cette histoire. L'accusation était trop dramatique, trop théâtrale. Lucien était beaucoup de choses, égoïste, arrogant, paresseux, mais il n'était pas stupide. Inventer une telle chose était un coup risqué avec peu d'avantages. Les chances que ça tourne mal pour lui étaient énormes. Pourquoi le ferait-il? Juste pour le plaisir de me voir sombrer, ça n'avait pas de sens. Alors une pensée plus froide et logique a émergé. Il ne s'agissait pas de me blesser, mais de se protéger. Lucien était toujours à court d'argent. Il adorait le style de vie coûteux, les vêtements de marque, les derniers gadgets, mais il n'avait pas de revenus.
Il dépendait entièrement de l'allocation familiale qui, en réalité, sortait de ma poche. Mais, et s'il avait besoin d'une grosse somme, quelque chose qu'il ne pouvait pas me demander directement? La Rolex, cette montre valait au moins 9200 €, c'était l'objet le plus précieux et le plus facile à écouler qu'il possédait. La théorie a pris forme dans mon esprit, froide et tranchante comme un éclat de verre. Il ne l'avait pas perdu, il l'avait vendu. L'accusation n'était pas une attaque, c'était une défense, un coup préventif pour créer une histoire avant que mes parents ne commencent à poser des questions sur leur bien le plus précieux. Il avait besoin d'un coupable pour couvrir ses traces. Cela semblait monstrueux, mais c'était la seule explication qui tenait parfaitement la route. Son caractère, ses motivations, son désespoir. Un nouveau type de détermination m'a envahi. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison émotionnelle, c'était un puzzle, une fraude financière, et j'étais analyste financier. Découvrir la vérité n'était plus seulement laver mon nom, c'était confirmer mon hypothèse. J'allais démonter ce mensonge pièce par pièce jusqu'à ce qu'il ne reste que la vérité froide et vérifiable. Ma famille avait déclenché une guerre avec un mensonge. J'allais y mettre fin avec des faits. Le lendemain matin, la lumière du soleil dessinait un rectangle net sur la table de la cuisine dans l'appartement de Jérôme. Devant moi, la tasse de café noir fumait. La rage de la nuit précédente s'était transformée en quelque chose de solide, de lourd, qui me serrait la poitrine. Il était temps d'agir. Il ne s'agissait pas de vengeance. Il s'agissait de conséquences, de corriger une équation qui était déséquilibrée depuis trop longtemps. J'ai ouvert le navigateur. Mes doigts, habitués à voler sur le clavier pour analyser les données du marché, se déplaçaient maintenant lentement, avec une précision chirurgicale. Chaque clic était une déclaration. D'abord, le prêt immobilier, le plus gros de tous. Je suis entré sur le portail sécurisé de la banque. L'interface bleue et blanche est apparue devant moi, témoin silencieux de ce que j'allais faire. Je suis allé à l'onglet des paiements récurrents. C'était là, maison familiale Gérard, 3500 €, le premier de chaque mois. J'ai pensé à mon père, si fier de cette maison, tenant des discours sur l'importance d'être propriétaire. J'ai pensé à ma mère, s'occupant de ses rosiers dans le jardin de devant, le portrait parfait de la vie de banlieue. Tout n'était qu'une façade et c'est moi qui payais la peinture. Mon doigt s'est arrêté sur le bouton « Supprimer ». Une pointe de culpabilité a tenté de me freiner, le fantôme de loyauté passé. Je l'ai écrasé. Il m'avait jugé, condamné et banni. Mon devoir était terminé. Êtes-vous sûr de vouloir annuler le virement programmé, a demandé la fenêtre contextuelle. J'ai appuyé sur oui, sans hésiter. La ligne qui me liait économiquement à eux a disparu. Ensuite, l'avenir de Lucien. Je suis entré sur le portail de paiement de son école de commerce. Ses frais de scolarité annuels étaient de 41 500 €. Le prochain paiement était dû dans 2 semaines. Je suis allé à la section où gérer le plan de paiement. Mon compte était enregistré comme source principale. J'ai annulé le plan. Un avertissement est apparu, l'annulation peut entraîner un blocage du compte de l'étudiant et affecter son inscription. J'ai souri avec ironie. Qu'il en soit ainsi. J'ai confirmé. Lucien était sur le point de recevoir une véritable leçon de cause à effet. Puis vint le démantèlement de leur commodité quotidienne, le forfait mobile familial. J'étais le titulaire principal. J'ai initié le transfert des 3 lignes à leur nom. En 24 heures, le service serait suspendu jusqu'à ce qu'ils paient eux-mêmes. Le forfait premium Internet et télévision, indispensable pour les jeux vidéo de Lucien et les séries interminables de Camille. J'ai localisé le numéro de compte dans un vieil email et j'ai ouvert un chat avec le service client. 10 minutes plus tard, la coupure du service était programmée pour la fin du cycle de facturation. Enfin, les petites dettes, la carte que ma mère utilisait pour ses extras. J'ai payé le solde complet, quelques centaines d'euros. C'était le dernier centime de ma poche qu'il verrait. Je me suis retiré en tant qu'utilisateur autorisé et j'ai fermé le compte. Quand j'ai eu terminé, je me suis adossé à la chaise et j'ai fermé l'ordinateur portable. L'appartement était silencieux, mais dans ma tête, le bruit était assourdissant. C'était le son des chaînes qui se brisaient, l'écho de la liberté. Je n'avais rien détruit. J'avais simplement cessé de tout soutenir. Maintenant, je n'avais plus qu'à attendre et à regarder tout s'effondrer.
La première secousse est arrivée 9 jours plus tard. Elle a commencé, comme je l'imaginais, dans le cercle de Lucien. Un message d'un numéro inconnu est apparu sur mon mobile. « Salut, Damien. Lucien a dit de t'écrire. Internet a sauté. Il en a besoin pour un projet d'école. Règle ça. » Un projet d'école. Le mensonge était si pauvre qu'il en était presque insultant. J'ai supprimé le message et bloqué le numéro. 1 heure plus tard, un autre numéro. Un autre ami. Mec, qu'est-ce qui se passe avec le Wi-Fi? Camille est au bord de la crise de nerfs. Elle dit qu'elle perd des abonnés. Je pouvais imaginer leur panique, leur monde parfaitement décoré, déconnecté de la source de validation dont ils avaient tant besoin. Une partie froide en moi a savouré cette image. J'ai également bloqué ce numéro. Le lendemain est arrivé le premier message vocal de mon père. Son ton était empreint d'un faux calme qui ne pouvait cacher l'anxiété. « Damien, c'est ton père. J'appelais juste pour prendre de tes nouvelles. Nous avons reçu un message étrange de la banque. Quelque chose à propos d'un paiement en retard. C'est sûrement une erreur, un bug du système, mais j'ai pensé que tu pourrais les appeler pour clarifier ça. Tu sais à quel point ils peuvent être incompétents. Appelle-moi. » Une erreur informatique. Le déni était stupéfiant. Il ne pouvait même pas concevoir un monde où je ne serais pas là, en silence, à tout résoudre. J'ai gardé le message. C'était ma preuve numéro 1. Ensuite, c'est Lucien lui-même qui m'a écrit. Son arrogance habituelle avait été remplacée par une rage pure. Ils ont coupé ma ligne. Qu'est-ce que tu as fait? Je dois utiliser le Wi-Fi pour t'envoyer ça. L'ironie était exquise. J'ai écrit ma seule réponse, je n'ai rien fait, Lucien. J'ai simplement arrêté de tout faire. Ce qui a suivi, ce sont des phrases incohérentes, pleines de fautes et de fureur. Je les ai lues une fois, savourant son désespoir, et j'ai bloqué son numéro. Les secousses s'intensifiaient, mais je restais concentré sur mon travail. J'ai canalisé cette énergie turbulente dans la productivité. Je suis resté tard. J'ai pris un projet supplémentaire et je me suis plongé dans des analyses de marché qui exigeaient toute ma concentration. Mon travail était impeccable, précis, logique, l'opposé absolu du chaos émotionnel de ma famille. Mon patron, Monsieur Vautrin, un homme perspicace à qui rien n'échappait, l'a remarqué lors d'une réunion d'équipe. « Damien, vos projections sont impeccables. Continuez comme ça. » J'étais en train de me construire une nouvelle réputation basée sur mon propre mérite. Loin des titres de fils et de frère, la forteresse de ma nouvelle vie s'élevait brique par brique et le bruit du monde extérieur commençait à s'estomper. Le tremblement de terre a frappé le 14e jour. Il est arrivé sous la forme de ma mère, Pascal, à la porte de l'appartement de Jérôme. Je venais de rentrer d'une longue journée de travail quand les coups à la porte ont commencé. Ce n'étaient pas des coups doux, mais un appel frénétique chargé d'urgence. Jérôme et moi nous sommes regardés, comprenant tout sans un mot. « Que le spectacle commence », a-t-il murmuré en sortant son téléphone et en activant l'enregistrement depuis la cuisine. J'ai ouvert la porte. Ma mère était là. Une image de détresse parfaitement élaborée. Son manteau de créateur intact, sa coiffure impeccable, mais les yeux écarquillés d'une panique théâtrale. Elle est entrée sans demander la permission, ignorant complètement Jérôme. « Damien, Dieu merci, je n'arrêtais pas de t'appeler. J'avais peur qu'il te soit arrivé quelque chose », a-t-elle commencé d'une voix tremblante. « Tu sais pourquoi je n'ai pas répondu ?» ai-je répliqué d'un ton aussi plat et dur que possible. « Que veux-tu, Pascal ?» Son visage s'est décomposé sur le champ. Les larmes ont commencé à couler, une performance que j'avais vue des dizaines de fois, toujours pour obtenir ce qu'elle voulait. « Ce que je veux », a-t-elle murmuré en essayant de me toucher le bras. Je me suis écarté. « Je veux que ma famille soit unie. Je veux que tu arrêtes ça. Ce n'est pas pour nous, Damien. C'est pour ton père. Son cœur est fragile, tu le sais. Tout ce stress est en train de le tuer. » Voilà. La tentative de culpabilisation classique. Rien n'était de sa faute, ni de celle de Lucien, ni de mon père. Tout était de ma faute parce que j'avais réagi à leur cruauté, parce que je n'avais pas accepté en silence mon rôle de bouc émissaire et de distributeur de billets. « Laisse-moi comprendre »,
ai-je dit d'une voix dangereusement basse. Le stress d'accuser faussement ton fils et de le mettre à la porte n'a pas affecté sa santé, mais payer son propre prêt immobilier, ça le tue? Tu déformes mes propos, a-t-elle crié alors que les larmes coulaient sans contrôle. Nous t'avons tout donné. Nous avons tant sacrifié pour toi et ton frère. J'ai laissé échapper un rire amer. Sacrifié? Qu'avez-vous sacrifié, maman? Vos sacrifices avaient un prix et mon salaire le payait. Vous n'avez pas sacrifié, vous avez dépensé et je couvrais la facture. C'était notre accord. Mais le marché est terminé. Les larmes ont disparu en un instant. La mère blessée s'est évanouie, laissant place à la fureur froide et venimeuse de la vraie Pascale. Tu es un ingrat, un égoïste. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu nous tournes le dos pour un malentendu? Un malentendu, ai-je lâché, laissant éclater ma propre rage. Tu m'as traité de voleur devant toute la famille et tu m'as mis à la rue. Ce n'est pas un malentendu, c'est une décision. Et les décisions que je prendrai désormais seront les miennes, alors s'il te plaît, sors de l'appartement de mon ami. Elle est restée sans voix. Sur son visage est apparue la compréhension. Ses larmes et sa culpabilité n'avaient plus de pouvoir sur moi. C'était comme voir une reine découvrir que ses sujets ne la craignaient plus. Elle s'est retournée, le dos raide, et est sortie en claquant la porte si fort qu'un cadre sur le mur de Jérôme a vibré. Il a arrêté l'enregistrement et a laissé échapper un petit sifflement. Waouh, c'était intense. Je me suis adossé à la porte, le corps tremblant d'adrénaline. La guerre était loin d'être terminée, mais j'avais gagné une grande bataille. J'avais récupéré mon pouvoir et maintenant j'allais l'utiliser pour découvrir la vérité. La confrontation avec ma mère a confirmé ma théorie, Lucien a vendu la montre. Ce n'était plus une supposition, c'était la seule explication logique. Me justifier par des cris était une chose, mais ce n'était pas suffisant. J'avais besoin de preuves irréfutables, d'une chaîne de preuves si solide qu'elle détruirait complètement tout ce récit de mensonges. Il était temps de cesser d'être la victime pour devenir l'analyste. Ma mission a commencé avec un seul point de départ, la Rolex. Je me suis souvenu que des années auparavant, dans un accès de folie organisatrice, j'avais scanné et numérisé tous les documents importants de la famille, y compris les polices d'assurance. À l'époque, je l'avais fait par précaution en cas d'urgence, mais maintenant, ce dossier allait devenir mon arme de guerre. J'ai passé une nuit entière devant l'ordinateur portable à passer en revue le chaos numérique sans fin qui s'accumulait dans mon cloud. Finalement, je l'ai trouvé. Dans un dossier intitulé « Administration maison » se trouvait le fichier « Assurance habitation 2019.pdf ». Ma respiration s'est accélérée en ouvrant le document. J'ai parcouru les premières pages remplies de jargon juridique jusqu'à la section « Biens personnels de grande valeur » et là, sous la rubrique « Bijoux pour hommes », il y avait « Rolex Oyster Perpetual, modèle 11600 ». J'ai glissé mon regard vers la droite et j'ai lu le numéro de série, G78B 4520. Je l'ai noté sur un post-it neuf et je l'ai collé au coin de mon écran. C'était mon saint Graal. Maintenant, la vraie chasse commençait. J'ai ouvert une feuille de calcul. Mon territoire naturel. Colonne A, nom du site. Colonne B, URL. Colonne C, terme de recherche. Colonne D, note. J'ai commencé à remplir les lignes avec toutes les plateformes que je connaissais, eBay, Chrono24, The Real, des forums spécialisés dans les montres de luxe, même Facebook Marketplace et Le Bon Coin. La tâche semblait monumentale, comme chercher un grain de sable sur toutes les plages du monde. Ma vie a pris une routine étrange. Je faisais ma journée complète au bureau. Je rentrais à l'appartement de Jérôme, je dînais rapidement et j'ouvrais l'ordinateur portable. Mes nuits se transformaient en tranchées numériques, comparant des annonces, agrandissant des photos floues, enregistrant chaque détail dans la feuille de calcul. Les premiers jours ont été un supplice. Je trouvais des dizaines de montres du même modèle, mais aucune avec le bon numéro de série, et la plupart ne l'incluaient même pas. Quand Jérôme arrivait de son studio de design, il me trouvait les yeux rouges, collés à l'écran. Des nouvelles, demandait-il. Juste une nouvelle appréciation pour la quantité absurde de gens qui essaient de vendre des montres hors de prix sur Internet, répondais-je en me frottant les yeux. Une semaine plus tard, la première fausse alerte. Un vendeur sur eBay proposait un modèle identique. Les photos étaient nettes, mais le numéro n'était pas visible.
J'ai senti mon cœur s'accélérer en rédigeant un message poli. Bonjour, je suis très intéressé par cette pièce. Pourriez-vous me fournir le numéro de série? J'en cherche une d'une année spécifique. Merci. J'ai attendu 2 heures interminables avant de recevoir une réponse. Le vendeur a envoyé le numéro. Il commençait par un F. Mon espoir s'est effondré. Une autre impasse. La frustration me brûlait la gorge. Un instant, j'ai pensé à abandonner. Peut-être que Lucien avait été plus malin que je ne le pensais. Peut-être l'avait-il vendu en espèces dans une transaction anonyme impossible à tracer. Les doutes se sont infiltrés comme du venin. Tu perds ton temps. Tu devrais laisser tomber. J'étais sur le point de fermer la feuille de calcul, mais j'ai regardé le post-it sur mon écran, G78B4520. Ce numéro était un fait, la vérité au milieu de la tromperie. J'ai inspiré profondément, j'ai ouvert un nouvel onglet et je suis retourné à la liste. Je n'allais pas les laisser gagner. La percée décisive est arrivée un mardi soir, près de 2 semaines après le début de cette obsession. J'étais sur le dernier forum de ma liste, un site pour collectionneurs de montres appelé le Forum des connaisseurs. J'étais sur le point d'abandonner quand une publication récente est apparue, datant d'Axan Grave Pen 3 heures, vend Rolex OP 11600 Vintage, excellent état. L'utilisateur avait un nom générique, WatchGuy88. Mon pouls battait dans mes oreilles. Les photos étaient un peu floues, prises avec un mobile, mais la montre était reconnaissable entre toutes. J'ai examiné chaque image et les commentaires. L'un d'eux disait, « Pourriez-vous poster une photo plus nette du dos? Je veux vérifier l'usure du polissage. » Et en dessous, la réponse, bien sûr, la voici. Il a joint une image en haute résolution. Les mains tremblantes, j'ai téléchargé la photo et l'ai ouverte dans la visionneuse. J'ai zoomé jusqu'à ce que les pixels ressemblent à une mosaïque. Et là, gravé avec précision, G78B4520. J'ai bondi de ma chaise avec un cri étouffé. Jérôme est sorti en courant de sa chambre. Qu'est-ce qui se passe? Je l'ai trouvé, ai-je murmuré en montrant l'écran. J'ai trouvé cette satanée montre. L'adrénaline a commencé à se dissiper, laissant place à la froideur analytique. J'ai mieux observé la photo. La montre reposait sur un bureau. En arrière-plan, flou, il y avait une affiche collée au mur, sombre, avec le logo d'un groupe de métal appelé Acier Noir. Un groupe horrible, mais l'affiche me semblait familière. C'était la même qui apparaissait sur toutes les photos de la chambre du meilleur ami de Lucien, Didier, sur les réseaux sociaux. Ce n'était pas seulement de la négligence, c'était de la stupidité. Lucien avait utilisé son ami pour la vendre. Je le tenais, mais une capture d'écran ne suffisait pas. J'avais besoin de quelque chose de plus, de le lier à l'acte par une conversation. Je devais préparer un piège parfait. J'ai passé l'heure suivante à créer une identité numérique entièrement nouvelle, une adresse email sans trait distinctif, david.personne78@gmail.com, et un profil sur le forum des connaisseurs avec le nom d'utilisateur acheteur sérieux 22. Pour la photo de profil, j'ai choisi une image générique, un coucher de soleil tiré d'une banque d'images. Avec la précision d'un chirurgien, j'ai rédigé le message initial. Objet, question sur votre annonce Rolex OP 11600. Contenu, bonjour, j'ai vu votre publication sur le forum. C'est une pièce magnifique, exactement le modèle que mon père avait. Je suis très intéressé par l'achat. Pourriez-vous me rendre un service? J'aurais besoin d'une courte vidéo de la montre, juste pour vérifier que la trotteuse bouge correctement. J'ai déjà eu des problèmes avec des contrefaçons. De plus, je sais que c'est beaucoup demandé, mais avez-vous encore la boîte et les documents originaux? Je suis prêt à payer le prix que vous demandez. Merci pour votre temps. L'objectif était clair. La demande de la vidéo confirmerait qu'ils avaient la montre en leur possession et la question sur la boîte et les papiers, que je savais inexistants puisqu'il s'agissait d'une prétendue relique familiale, provoquerait un mensonge évident. J'ai appuyé sur envoyer et je suis resté à regarder l'écran, le cœur battant dans ma poitrine comme un tambour déchaîné. Moins d'une heure plus tard, la réponse est arrivée. Expéditeur, WatchGuy88. Objet, question sur votre Rolex OP 11600. Bonjour, David. Merci de votre intérêt. C'est une montre fantastique, elle fonctionne perfectly.
Pas de problème pour la vidéo, je peux vous l'envoyer demain. Et désolé, je n'ai ni la boîte ni les papiers. C'était une pièce héritée. Dites-moi si vous êtes toujours intéressé après avoir vu la vidéo. Une pièce héritée. L'audace était impressionnante, justifiant la vente du symbole même de leur prétendu héritage par une excuse sentimentale. Le lendemain, le fichier est arrivé dans ma boîte de réception. C'était à peine 15 secondes de mauvaise qualité, mais cela montrait tout ce dont j'avais besoin, la montre fonctionnant sur un bureau et, en arrière-plan, le coin de l'affiche d'acier noir. Puis, la main de Didier la tournant pour montrer le dos. Pendant un instant, on a entendu une voix étouffée mais reconnaissable, « Dépêche-toi, Camille m'appelle ». C'était Lucien, sans l'ombre d'un doute. J'ai sauvegardé la vidéo, les captures d'écran et tous les emails avec des horodatage exacts dans un dossier que j'ai intitulé « La vérité ». La chasse était terminée. J'avais les preuves. Le piège était prêt à se refermer. Pendant 2 jours, ce dossier a été comme une bombe à retardement sur mon bureau. J'ai résisté à la tentation de l'envoyer immédiatement à mes parents avec un simple « je vous l'avais bien dit ». Non, ce serait trop facile et leur donnerait le temps d'inventer de nouveaux mensonges. Cela devait se faire en direct, sur leur terrain, sur la scène où ils avaient construit toute cette farce. J'ai pris une profonde inspiration, bien que cela ait à peine calmé l'adrénaline, et j'ai composé le numéro de mon père. Chaque sonnerie était comme un compte à rebours. Il a répondu à la 2e sonnerie, la voix méfiante. Damien. Bonjour, papa, ai-je dit avec le ton que j'avais répété. Pas de colère ni d'accusation, juste de la fatigue et du regret. Je pense qu'il faut qu'on parle. Je pouvais imaginer les rouages tourner dans sa tête avant qu'il ne réponde. Parler de quoi, a-t-il demandé, plein de suspicion. De tout ça. C'est allé trop loin. J'ai réfléchi. J'ai peut-être exagéré. On peut peut-être arranger ça. J'aimerais venir demain soir et parler avec vous, avec maman et Lucien, tous ensemble, en famille. Je leur offrais exactement ce que leurs égos voulaient, ma reddition apparente, mon retour en tant que fils prodigue suppliant le pardon. Silence. Je l'ai entendu couvrir le combiné et chuchoter avec Pascal. Il dit qu'il veut parler, arranger les choses, qu'il a réfléchi. Puis il est revenu avec une voix mielleuse qui m'a donné la nausée. Bien sûr, mon fils. Évidemment. Ta mère et moi avons toujours su que tu ferais ce qu'il faut. Nous sommes ta famille, Damien. Tu auras toujours une place à la maison. La maison. Quelle amère ironie. Demain soir, ça vous va, ai-je demandé. À 19h. Nous serons là. Nous te préparons le dîner, a-t-il répondu avec une satisfaction qu'on pouvait presque savourer à travers le téléphone. J'ai raccroché, la main tremblante. L'acte final était programmé. Cette nuit-là, j'ai classé toutes les preuves sur une clé USB, une présentation sobre, sans fioritures, juste des faits bruts. Le lendemain a été un supplice. J'ai fait semblant d'être normal au travail alors qu'à l'intérieur, un courant électrique d'attente rugissait. Cet après-midi-là, quand j'ai raconté mon plan à Jérôme, il a secoué la tête, stupéfait. Tu vas vraiment te jeter dans la gueule du loup? Je n'ai pas le choix, ai-je répondu en glissant la clé USB dans ma poche. Elle pesait comme une brique. Ils ont commencé ça dans leur salon. Je le terminerai là-bas. Marcher sur ce chemin si familier me semblait irréel. Les rosiers dont Pascal était si fier étaient toujours impeccables et le paillasson de bienvenue était parfait, projetant un mensonge d'harmonie domestique. J'ai sonné. Pascal a ouvert la porte avec un sourire calculé, le masque de la mère douce et compatissante bien en place. Damien, mon chéri, quelle joie de te voir. Entre, nous étions si inquiets. Ils étaient tous réunis dans le salon, tel un tribunal prêt à rendre son verdict. Mon père occupait son fauteuil en cuir à haut dossier, ce trône depuis lequel il distribuait ses jugements et ses déceptions. Lucien était affalé sur le canapé, absorbé par son téléphone, affichant un air d'ennui absolu, comme si ma présence était une nuisance inutile. Et à ses côtés, à ma grande surprise et satisfaction, se trouvait Camille, avec la même expression d'indifférence arrogante. C'était mieux que ce que j'avais imaginé, un public plus large pour l'acte final. Merci de me recevoir, ai-je dit, en restant debout au milieu de la pièce. Je n'allais pas m'asseoir ni feindre d'être à l'aise. Je n'étais pas un invité,
j'étais quelqu'un prêt à changer le cours de tout. Nous sommes ta famille, Damien, a dit mon père d'un ton magnanime. Nous attendions juste que tu reviennes à la raison et que tu admettes ce que tu as fait. Il faut du courage pour reconnaître une erreur, n'est-ce pas, ai-je demandé d'une voix basse, dangereuse. Je pense qu'il en faut encore plus pour dire la vérité. Lucien a laissé échapper un rire nasal sans quitter l'écran des yeux. Ça recommence. Excuse-toi pour qu'on puisse passer à autre chose et régler comment tu vas payer ma montre volée. C'était l'occasion parfaite. Tu as raison, Lucien, ai-je répondu calmement, ce qui a fait que tous les regards se sont tournés vers moi, surpris par mon ton conciliant. Parlons de ta montre. Je me suis avancé tranquillement vers leur nouvelle télévision de 65 pouces, celle que je savais bien qu'ils ne pouvaient pas se permettre. J'ai sorti une clé USB de ma poche. J'ai fait quelques recherches, ai-je dit en branchant le périphérique dans l'un des ports latéraux. C'est mon métier. Je cherche des schémas dans les données. J'ai senti leur regard se planter dans mon dos, un mélange d'impatience et de condescendance. Avec la télécommande, j'ai sélectionné l'entrée USB. L'écran a clignoté et a affiché le contenu. Un seul fichier nommé présentation. Et les données, dans ce cas, ai-je ajouté en me tournant vers eux, sont très intéressantes. J'ai appuyé sur Play. La première image a occupé l'écran, une capture d'écran nette d'une annonce sur le forum des connaisseurs, montrant une Rolex étincelante sous la lumière d'un bureau. Qu'est-ce que c'est que cette bêtise, a demandé ma mère, Pascal, d'une voix sèche. Ça, ai-je expliqué d'un ton serein, c'est une annonce de vente pour une Rolex Oyster Perpetual, modèle 11600. Elle a été publiée il y a 2 semaines. Le prix demandé, 9200 €. J'ai cliqué à nouveau. Une photo en gros plan du dos de la montre est apparue, avec le numéro de série G78B4520 entouré en rouge. C'est le numéro de série de la montre. Papa, tu te souviendras que lorsque j'ai souscrit votre assurance habitation, j'ai insisté pour que nous enregistrions les numéros de série de tous les objets de valeur. J'ai vérifié la police. C'est une correspondance exacte. Le sourire condescendant de Gérard s'est effacé. Il s'est penché en avant, plissant les yeux vers l'écran. Lucien n'était plus détendu, il s'était redressé, le visage blême. Ce doit être une coïncidence, a balbutié ma mère sans conviction. C'est ce que je pensais aussi, ai-je continué, jusqu'à ce que je voie les autres photos du vendeur. J'ai avancé à la diapositive suivante, l'image de la montre sur le bureau avec une affiche d'acier noir en arrière-plan. À côté, j'ai montré une capture du profil Instagram de Didier dans sa chambre, avec la même affiche accrochée derrière lui. Le vendeur utilise le pseudonyme WatchGuy88, mais cette affiche sur sa photo est identique à celle qui se trouve dans la chambre de ton meilleur ami, Didier. Quelle curieuse coïncidence, n'est-ce pas, Lucien? Lucien a bondi du canapé, pris de panique. C'est de la folie. Tu as tout inventé. Tu es malade. Ah oui, ai-je dit en baissant la voix. Alors, peut-être que tu peux m'expliquer ça. Un dernier clic. Une vidéo de 15 secondes a commencé à jouer. L'image était tremblante mais claire. La montre, le bureau, l'affiche et le son net dans le salon silencieux, dépêche-toi, Camille m'appelle. La voix de Lucien, son aveu, résonnant en boucle. Le silence qui a suivi a été brutal, comme si l'air s'était solidifié. Camille regardait Lucien, la bouche bée, pétrifiée. Elle semblait voir un monstre révéler son vrai visage. Ma mère le regardait, les mains sur la bouche et les yeux exorbités, assimilant une vérité nauséabonde. Mon père semblait avoir vieilli de 20 ans en un instant, le visage cireux, dévasté. Lucien est resté immobile une seconde, puis a tourné la tête vers moi avec des yeux hagards, suppliants. Tu l'as vendu, ai-je dit, coupant l'air à chaque mot. Tu as vendu la montre du grand-père parce que tu avais besoin d'argent et tu as été si lâche que tu ne l'as pas admis. Tu m'as accusé, tu as laissé faire pour qu'on me mette à la porte, tu m'as traité de voleur. Tu as brisé cette famille juste pour couvrir ton misérable et avide mensonge. Il n'a pas nié. Il ne le pouvait pas. Il a seulement émis un son étouffé avant de s'effondrer sur le canapé, le visage enfoui dans ses mains. Un sanglot convulsif a secoué son corps. C'était pathétique, brisé, et c'était la plus douce musique que j'ai jamais entendue de ma vie. La vérité, se frayant un chemin implacable. Dans le calme qui a suivi,
Camille a été la première à réagir. Elle s'est levée avec des mouvements raides, a pris son sac et l'a mis sur son épaule. Elle a jeté un dernier regard à Lucien, son expression durcie comme le fil d'un couteau. « Ne me cherche plus jamais », a-t-elle dit d'une voix glaciale. Elle n'a pas regardé mes parents, elle s'est simplement retournée et est sortie, fermant la porte d'un coup sec qui a sonné comme la chute d'une guillotine. Une partie du monde soigneusement construit par Lucien venait de disparaître à jamais. J'ai regardé le corps tremblant et pathétique de Lucien, puis j'ai fixé mes parents du regard. Ma mère pleurait de manière incontrôlable. Ce n'étaient pas les larmes calculées d'avant, mais des sanglots désordonnés, marqués par la honte et le véritable impact de ce qui venait de se produire. Mon père restait immobile, le regard fixé sur l'écran éteint de la télévision, le visage pâle comme la cendre. Cet homme qui, pendant des années, s'était érigé en fier patriarche, le roi de son château, ne semblait plus qu'une coquille vide. Ils avaient été les architectes de ma chute, les juges d'un procès inique, et maintenant ils n'étaient plus que deux personnes brisées, piégées dans les ruines du monde qu'ils avaient eux-mêmes construit sur des mensonges. Quelque chose d'étrange m'a envahi à cet instant. Je pensais que je ressentirais de l'euphorie, un triomphe immense, mais non, seulement du vide. Le feu de ma colère s'était consumé, laissant derrière lui un paysage désolé et froid. J'avais gagné. Oui, j'avais prouvé mon innocence de la manière la plus catégorique imaginable. Cependant, ce triomphe avait un prix irréversible. J'ai anéanti le dernier espoir d'avoir une vraie famille. Non seulement j'avais perdu l'illusion de leur affection, mais j'avais été moi-même contraint de l'assassiner. Sans prononcer un mot, je me suis retourné et je suis sorti de la maison. Je n'ai pas claqué la porte, je l'ai simplement refermée doucement derrière moi. Il n'y avait plus rien à dire. Le chemin du retour vers l'appartement de Jérôme a été flou, un trajet durant lequel je me souviens à peine d'avoir respiré. L'adrénaline qui avait animé chaque fibre de mon corps au cours des dernières 48 heures s'est évaporée, me laissant épuisé, comme une coquille vide. En entrant, Jérôme m'attendait, assis sur le canapé. « Alors » a-t-il demandé d'une voix douce. « C'est fait » ai-je répondu en m'effondrant dans le fauteuil en face de lui. Il a avoué. « Maintenant, ils savent tout. » « Comment te sens-tu ? » Comme si j'avais couru un marathon pour lequel je ne m'étais jamais inscrit. Nous sommes restés silencieux un long moment. Je savais que ma vie d'avant était terminée pour toujours. Il n'y avait pas de retour en arrière possible, mais je ne pouvais pas non plus rester piégé dans ce no man's land. Je devais construire quelque chose de nouveau, quelque chose à moi depuis les fondations. Et la première étape était d'obtenir mon indépendance. Cela signifiait un logement à moi. Pour y parvenir, j'avais besoin d'un prêt immobilier et pour cela, je devais présenter un historique financier impeccable. Il était temps de m'appliquer ce que je faisais chaque jour pour mes clients, un audit complet. Je devais couper tous les fils qui me reliaient aux finances de ma famille, m'assurer qu'aucune de leurs dettes ne pourrait jamais m'éclabousser. J'ai consacré le week-end à me plonger dans mon passé financier. J'ai demandé des rapports de solvabilité, j'ai examiné des années de relevés bancaires et j'ai rassemblé tous les documents numériques que je pouvais avoir concernant mes comptes. Je cherchais des fils qui dépassaient, des accords oubliés, toute trace qui pourrait me compromettre. Au milieu de cet examen, j'ai trouvé un dossier maître que j'avais créé des années auparavant. À l'intérieur, un sous-répertoire intitulé « Succession grand-mère Marguerite » a attiré mon attention. Ma grand-mère maternelle était décédée quand j'avais 10 ans. Je me souvenais à peine d'elle. Une image vague d'une femme bienveillante au sourire doux. Poussé par la curiosité, j'ai ouvert le fichier principal. J'ai commencé à lire le jargon juridique dense. La plupart étaient des dispositions standards, la maison pour ma mère et sa sœur, les bijoux répartis entre elles deux. Mais à la 4e page, un paragraphe m'a glacé le sang. Il détaillait la création d'une fiducie testamentaire, financée par une part importante de son portefeuille d'actions, destinée à un unique bénéficiaire, mon premier petit-fils, à lui remettre lorsqu'il atteindrait ses 25 ans. Mon premier petit-fils. C'était moi. J'ai lu le paragraphe une fois, puis une autre, et encore une autre. Je sentais mon cœur battre violemment dans ma poitrine. Un fonds en fiducie. J'avais 28 ans. Mon 25e anniversaire était passé il y a 3 ans sans que personne ne dise un mot. Le document nommait l'exécuteur testamentaire responsable de l'exécution des dispositions, un certain monsieur Molinier. Une recherche rapide a confirmé qu'il était toujours en vie, à la retraite, résidant dans une ville à 1 heure de route.
Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à composer son numéro. J'avais l'impression d'être au bord d'un précipice, sur le point de regarder dans un abîme de tromperie bien plus profond que je ne l'avais jamais imaginé. Quand il a répondu, sa voix était chaleureuse, d'un ton paternel. Je lui ai expliqué que j'étais le petit-fils de Rosalie M. Et que j'avais des questions sur son testament. Il a accepté de me voir le lendemain. Son bureau à domicile ressemblait à un sanctuaire de dignité ancienne, imprégné d'une odeur de papier vieilli et de cire au citron. Il s'est assis derrière un bureau en acajou, me regardant par-dessus ses lunettes avec des yeux intelligents pendant que je lui racontais la situation. Je n'ai pas mentionné Lucien ni l'affaire de la montre, je lui ai seulement dit que j'avais découvert une clause sur une fiducie dont j'ignorais l'existence. Je lui ai remis la copie imprimée. Il l'a lu en silence et un lourd soupir s'est échappé de ses lèvres. Il a enlevé ses lunettes, s'est frotté l'arête du nez. Son expression s'est assombrie d'un profond remords. Je me souviens bien de cette fiducie, a-t-il dit à voix basse. Votre grand-mère a été très claire à ce sujet. Elle craignait que vos parents ne soient, disons, peu responsables avec l'argent. Elle voulait s'assurer que vous ayez un départ sûr, indépendant d'eux. Je n'ai jamais rien su, monsieur Molinier, ai-je répondu, la voix tendue. Mon 25e anniversaire est passé il y a 3 ans. Il m'a regardé dans les yeux et j'y ai vu une peine sincère. Damien, en tant qu'exécuteur testamentaire et fiduciaire, j'avais l'obligation légale de vous contacter. Et je l'ai fait, ou du moins j'ai essayé. J'ai parlé à vos parents, car vous étiez à l'université. Ils ont répondu, ils m'ont raconté une histoire très convaincante. Quelle histoire, ai-je demandé, sentant mon estomac se nouer. Que vous traversiez de graves problèmes personnels, a-t-il dit d'un ton chargé d'excuses. Ils ont affirmé que vous aviez de mauvaises fréquentations, que vous aviez des dettes de jeu et que vous donner une grosse somme d'argent aurait ruiné votre vie. Ils m'ont supplié, pour votre bien, de leur permettre de gérer la fiducie, en vous donnant de petites sommes selon vos besoins pour éviter que vous ne les gaspilliez. En tant que fiduciaire, j'avais le devoir de vous protéger. Avec les informations qu'ils m'ont données, de fausses informations, je le sais maintenant, j'ai pris une décision. J'ai accepté et aujourd'hui je vois que c'était une très grave erreur. Je me suis senti manipulé et c'est pourquoi des excuses ne suffiraient pas. Le vertige m'a envahi, comme si la pièce tournait lentement. C'était bien pire que ce que j'imaginais. Ce n'était pas une trahison récente, c'était une conspiration qui avait contaminé toute ma vie d'adulte. Combien, ai-je murmuré. C'était combien? Votre grand-mère a initié la fiducie avec un portefeuille d'actions évalué à 78 000 €, a-t-il répondu en se tournant vers son ordinateur et en commençant à taper sans relâche. Pendant 2 décennies, entre la croissance du marché, les dividendes composés et, bien sûr, en déduisant les frais de gestion et de distribution que vos parents percevaient pour leurs prétendus services, il s'est finalement arrêté. Son expression est devenue sombre. À la clôture du marché ce matin, la valeur actuelle de la fiducie est de 88 250 €. 88 250 €. Pendant que je vidais mon salaire pour leur payer le prêt immobilier, ils étaient assis sur près de 100 000 € que ma grand-mère avait laissé exclusivement pour moi. J'ai laissé échapper un rire sec, dur, chargé d'incrédulité. Ils ne m'ont pas seulement traité de voleur, monsieur Molinier, ai-je dit d'une voix tremblante, remplie d'une colère glaciale. Ce sont eux les vrais voleurs depuis tout ce temps. C'est exact, a-t-il répondu fermement, et leurs actions constituent une violation grave de l'obligation fiduciaire, sans parler d'une fraude pure et simple. Damien, je sors de ma retraite pour cette affaire, a-t-il ajouté. Nous déposerons les requêtes judiciaires nécessaires pour que la fiducie passe immédiatement sous votre contrôle total. De plus, nous nous assurons que vous récupériez jusqu'au dernier centime qu'ils ont détourné avec leur commission. Je ferai cela gratuitement. C'est le moins que je puisse faire pour corriger une erreur que, sans le savoir, j'ai aidé à perpétuer. Je suis sorti de ce bureau sous la lumière éclatante de l'après-midi, mais je ne voyais pas la ville devant moi. Je voyais mon avenir, un avenir qui m'appartenait enfin. Ils ont essayé de m'enterrer, mais ils ne savaient pas qu'ils semaient une graine. Et avec cet héritage, cette graine était sur le point de recevoir la meilleure terre pour pousser. 1 an plus tard, l'homme que me renvoyait le reflet de la baie vitrée n'était pas le même qui avait été expulsé de son foyer familial. Cet homme s'était évanoui, consumé dans le feu de la trahison et reconstruit de ses cendres. Je vivais au 25e étage d'un gratte-ciel moderne au cœur de la ville. Mon appartement était mon sanctuaire,
un espace minimaliste aux lignes épurées, aux couleurs sobres et à l'ordre quasi obsessionnel. Il n'y avait pas de désordre, pas de fantômes, juste une vue panoramique qui me rappelait tout le chemin parcouru. Ces 88 250 € ont été la fondation, la base pour construire cette nouvelle vie, mais ce n'était pas suffisant en soi. Le véritable changement est venu après, avec mon travail, avec ma discipline. Sans le poids étouffant des problèmes financiers et émotionnels que je traînais à cause de ma famille, mon esprit est devenu une machine bien huilée. Au travail, ma concentration était absolue. Je ne me limitais plus à faire mon devoir. Maintenant, je me distinguais. Mes analyses de marché étaient plus précises, mes projections impeccables. Il y a 3 mois, mon patron, Monsieur Vautrin, m'a appelé dans son bureau de verre. C'était un homme direct qui valorisait les résultats par-dessus tout. Damien, a-t-il dit en allant droit au but, nous sommes sur le point de lancer une nouvelle division d'investissement axée sur les technologies émergentes. C'est un portefeuille à haut risque, mais avec un grand potentiel. J'ai besoin de quelqu'un de méticuleux, de visionnaire et qui ne perd pas son calme. Il a fait glisser un dossier sur son bureau. C'est un poste de vice-président. Il comprend un salaire en conséquence et un solide système de primes. Si vous le voulez, il est à vous. J'ai accepté sans hésiter. Cette promotion n'était pas seulement une question d'argent, c'était une validation, une reconnaissance d'un monde où la logique et le mérite régnaient, si différent du marécage toxique et irrationnel que j'avais laissé derrière moi. Mais le changement le plus profond est venu d'un endroit inattendu. Des mois après la confrontation, ayant besoin de me défouler, j'ai ouvert une chaîne YouTube, L'argent sans complications avec Damien. Ma première vidéo était improvisée, sans script, devant la caméra de mon ordinateur portable. J'ai raconté mon histoire crue, sans fioriture. Je n'ai pas donné de nom, mais j'ai relaté le contrôle financier, les mensonges et le fardeau invisible d'être le pourvoyeur secret. Je l'ai intitulé « Ils m'ont traité de voleur, mais je payais leurs factures depuis des années ». Je l'ai mise en ligne un mardi soir, sans attente. Au lever du jour, j'avais 15 000 vues. Les commentaires ont été une révélation. C'est ma vie. Je suis la fille responsable qui paie pour les erreurs de ses parents. Merci de mettre des mots sur ce que je ressens depuis des années. Mon frère est l'enfant chéri et je suis la banque familiale. Je pleure en regardant ça. Ce n'était pas seulement une vidéo, c'était une vanne qui s'ouvrait. J'ai découvert que je n'étais pas seul et cela m'a donné un nouveau but. Je publiais du contenu chaque semaine, comment créer un fonds de liberté pour échapper à des environnements toxiques, comment fixer des limites financières, comment parler d'argent en famille, comment investir pour atteindre une véritable indépendance. La croissance n'a pas été explosive, mais elle a été constante. Aujourd'hui, plus de 150 000 abonnés font partie de cette communauté. Des gens qui, comme moi, ont survécu à une guerre silencieuse et construisent maintenant leur paix. Je n'avais aucun contact avec mes parents ni avec Lucien, mais les nouvelles me parvenaient par Victoire, qui agissait comme une journaliste triste rapportant depuis un royaume déchu. 6 mois après la confrontation, la saisie immobilière de la maison a été définitive. La banque a pris cette propriété qui avait été le théâtre de drames interminables et de mes sacrifices cachés. Victoire m'a parlé de la vente aux enchères humiliante où ma mère, autrefois obsédée par le luxe, vendait ses meubles de créateur pour une bouchée de pain. Gérard et Pascal ont fini dans un minuscule appartement dans le quartier qu'elle appelait autrefois le mauvais côté de la ville. Le jardin impeccable est devenu une cour en béton fissuré, le garage double un emplacement taché d'huile. Gérard, l'homme qui portait des costumes sur mesure, remplissait maintenant des étagères dans un magasin de bricolage, le dos courbé par la défaite. Lucien est tombé encore plus bas. Son humiliation publique par Camille, qui a publié sur les réseaux sociaux un long message l'accusant d'être un narcissique manipulateur, a été dévastatrice. Tout son cercle social, construit sur la façade de richesse de mes parents et le charme superficiel qu'il projetait, s'est effondré du jour au lendemain. En peu de temps, il est devenu un paria dans notre ville. Même la famille élargie, comme l'oncle Romain et sa femme, qui s'étaient empressés de me condamner, ont disparu de la vie de mes parents. Le drame de la famille n'était plus utile. Quand l'argent et le statut se sont évaporés, ils ont fait de même. Un soir, mon téléphone s'est allumé avec un message d'un numéro inconnu. Damien, c'est maman. Peut-on trouver un moyen de parler? 1 an auparavant, ces mots m'auraient noué l'estomac. Maintenant, je ne ressentais qu'une tristesse lointaine, presque clinique.
J'avais déjà commencé une thérapie avec le docteur Fontaine, une femme vive et perspicace qui m'aidait à naviguer dans les séquelles émotionnelles de tout cela. Suivant son conseil, je n'ai pas répondu. J'ai supprimé le message sans hésiter. Certaines blessures ne doivent pas être rouvertes. Ma vie actuelle était centrée sur la construction de liens sains, pas sur la réanimation de liens toxiques. C'est lors d'une conférence sur la technologie financière où j'avais été invité en tant que panéliste que j'ai rencontré Amandine. C'était une brillante stratège marketing qui dirigeait sa propre entreprise. Après la discussion, nous avons commencé à converser. Elle m'a raconté qu'elle avait fondé sa société avec les économies qu'elle avait rassemblées pour se libérer d'une famille économiquement contrôlante. À cet instant, la connexion a été immédiate. Non seulement elle comprenait mon histoire sur le plan intellectuel, mais elle avait vécu sa propre version. Nous avons commencé à collaborer sur des ateliers destinés à ma communauté YouTube, combinant mes connaissances financières avec son expertise en marketing. Ce partenariat professionnel s'est rapidement transformé en quelque chose de plus profond. Avec Amandine, il n'y avait pas de jeu psychologique ni d'arrière-pensée, seulement du respect, de l'admiration et un amour simple et authentique que je n'aurais jamais cru possible. Elle est devenue ma partenaire dans tous les sens du terme. La nouvelle la plus inattendue est arrivée, comme toujours, par l'intermédiaire de Victoire. Elle m'a raconté qu'elle avait croisé Lucien dans un café près de l'université. Il travaillait derrière le comptoir, prenant les commandes. Il semblait plus mince et cette arrogance qui le caractérisait avait disparu, remplacée par une énergie nerveuse et silencieuse. Il lui a dit qu'il était inscrit à un programme d'études pour devenir assistant juridique, qu'il finançait avec son salaire du café. Il s'est même excusé auprès d'elle, les yeux chargés de ce qui semblait être une véritable honte pour la façon dont il m'avait traité. Ce n'était pas une fin heureuse pour lui, ni une rédemption, c'était simplement la conséquence. Un adulte immature forcé de grandir, un café et un livre à la fois. Curieusement, cette image m'a semblé plus réelle et satisfaisante que n'importe quelle excuse qu'il aurait pu me faire. La grande salle de l'hôtel du centre-ville vibrait de murmures. À l'entrée, on pouvait lire une affiche, Sommet de la liberté financière. Discours principal par Damien. 1 an plus tôt, j'étais l'objet de rumeurs et de fausses accusations. Aujourd'hui, je faisais les gros titres. Depuis les coulisses, j'ai observé par l'entrebâillement du rideau les 500 personnes qui prenaient place, des gens de tous âges et de tous horizons, unis par le même désir, reprendre le contrôle de leur vie. Je suis monté sur scène et une vague d'applaudissements m'a enveloppé. Les lumières étaient intenses, mais je me sentais calme. C'était mon nouvel habitat. Pendant 45 minutes, j'ai parlé, j'ai montré des graphiques, j'ai partagé des données, j'ai expliqué la diversification des investissements et les comptes de retraite fiscalement avantageux. Mais ce n'était pas l'essence de mon message. L'essence était d'expliquer ce qu'est réellement l'argent. Un outil. Un outil pour la sécurité, la liberté et, surtout, pour établir des limites. L'indépendance financière ne consiste pas à acheter une voiture de luxe, ai-je dit d'une voix ferme, forte de mon expérience. Cela signifie avoir le pouvoir de quitter un travail toxique, d'avoir les ressources pour mettre fin à une relation qui vous consume et de pouvoir dire non à ceux qui croient que votre temps, votre argent et votre vie leur appartiennent. La véritable richesse, c'est la capacité de se choisir soi-même. J'ai terminé mon discours en racontant une version résumée et anonyme de mon histoire. Les paiements secrets du prêt, l'héritage volé et la décision douloureuse, mais nécessaire, de couper les ponts. J'ai vu des têtes hochées, des yeux s'embuer, des gens se connecter avec moi en silence. Je n'étais pas seulement un conférencier, j'étais le reflet de leur propre lutte. L'applaudissement final a été assourdissant, un rugissement de compréhension partagée. Tandis que la foule commençait à se disperser, je suis resté au pupitre à ramasser mes notes, le cœur plein. C'est alors que je l'ai vu. Au dernier rang, au milieu d'une mer de chaises vides, se tenait une silhouette solitaire. Même à cette distance, je savais qui c'était. Les épaules voûtées, les cheveux grisonnants, un costume bon marché qui ne lui allait pas bien. C'était mon père. Il ne bougeait pas, il m'observait simplement, petit, vieilli et profondément triste. Un fantôme à un banquet où il n'était pas invité. Nos regards se sont croisés et j'ai vu dans les siens un univers de regret, de honte et peut-être, à peine une lueur de fierté. Il semblait vouloir dire quelque chose, faire un geste, mais il était paralysé par le gouffre qu'il avait lui-même creusé entre nous. Je n'ai pas souri, je n'ai pas fait de signe, je n'ai pas offert de pardon,
Mais je n'ai pas non plus détourné le regard avec colère. J'ai soutenu son regard un long instant, puis j'ai hoché la tête une seule fois, slowly, délibérément. Ce n'était pas une invitation, c'était une reconnaissance, une clôture. J'ai pris ma bouteille d'eau, je me suis retourné et j'ai quitté la scène, en direction de ma nouvelle vie. En m'éloignant, j'ai ressenti une paix profonde. Mon histoire n'a jamais été une quête de vengeance, mais un projet de reconstruction. J'ai récupéré mon nom, mon argent et mon avenir. J'ai appris la plus dure des leçons, parfois, ceux qui devraient vous aimer sont ceux qui vous retiennent, et la chose la plus courageuse que vous puissiez faire est de les laisser partir. Ils ont essayé de m'enterrer avec leurs mensonges, sans se rendre compte qu'ils ne faisaient que semer une graine. Ils n'ont jamais imaginé qu'elle pousserait. Merci d'avoir écouté mon histoire. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.